Fin d'une décennie au 210. En revenant sur la côte Est, j'appris la mort de Voltairine de Clères. Cette nouvelle m'affecta profondément. Sa vie n'avait été qu'une suite ininterrompue de souffrances. Elle s'était éteinte le 20 juin 1912, après l'opération d'un abcès du cerveau qui avait altéré sa mémoire. Une nouvelle intervention, avait-on informé ses amis, l'aurait privé de l'usage de la parole. Voltairine, toujours impassible face à la douleur, avait préféré mourir. C'était une perte immense pour notre mouvement et pour tous ceux qui admiraient sa forte personnalité et ses talents uniques. Elle fut enterrée, conformément à ses dernières volontés, près des tombes de nos camarades de Chicago, au 7e de Waldheim. À l'instar de tant d'autres grands esprits, leur martyre avait réveillé son âme. Mais peu d'entre eux s'étaient consacrés aussi totalement qu'elle à leur cause. Et plus rares encore étaient ceux qui avaient son génie pour servir cet idéal avec ténacité. Me rendant à Chicago, j'allai tout d'abord à Waldheim avec Annie Lifshitz, une amie commune très chère. C'était chez Annie et Jacques Lifshitz que Voltairine s'était installé, et ses dévoués camarades l'avaient soigné avec tendresse jusqu'à son dernier souffle. J'apportais des œillets rouges au cimetière, et Annie une brassée de géranium rouge qu'elle voulait ajouter à ceux qu'elle avait plantés sur la tombe encore fraîche. Voltairine n'avait jamais voulu d'autres monuments funéraires. Elle était née d'une mère américaine Quaker et d'un père français. Ce dernier, admirateur de Voltaire dans sa jeunesse, l'avait prénommé ainsi en hommage au grand philosophe. Étant devenue conservateur avec l'âge, il l'avait inscrite comme élève dans un couvent catholique, d'où elle finit par s'échapper, se rebellant contre l'autorité de l'un et de l'autre. Poète, écrivaine et oratrice, ses dons étaient exceptionnels. Si elle avait voulu vendre ses talents, elle se serait élevée socialement et aurait connu une grande renommée. Mais elle refusait d'accepter les plus élémentaires des avantages en échange de ses activités au sein des différents mouvements sociaux. Elle partageait le sort des humbles qu'elle s'efforçait d'instruire et d'inspirer. Vestale révolutionnaire, elle vécut comme la plus pauvre d'entre les pauvres dans un environnement morne et miséreux, et soutenue par son seul idéal, elle éprouva son corps jusqu'à l'extrême limite. Pacifiste au début de sa carrière publique, Voltairine avait pendant des années rejeté farouchement les méthodes révolutionnaires. Cependant, son point de vue se modifia au fur et à mesure qu'elle se familiarisa avec les événements en Europe. La révolution russe de 1905, la croissance accélérée du capitalisme dans son propre pays, avec son cortège de violence et d'injustice, et plus particulièrement la révolution mexicaine. Après un long combat intérieur, son intégrité intellectuelle l'obligea à admettre sans détour son erreur et à défendre courageusement sa nouvelle vision. Elle composa à cette fin un certain nombre d'essais, et surtout, elle s'engagea en faveur de la révolution mexicaine, qu'elle jugeait d'une importance absolument vitale. Elle s'y voit complètement, à la fois par ses écrits, par ses conférences et par ses collectes de fonds. Avec sa mort, le mouvement en faveur de la liberté et de l'humanisme, de la cause anarchiste en particulier, perdit l'un de ses membres les plus infatigables et talentueux. Je me tenais à côté de la tombe de Voltairine, à l'ombre du monument érigé à la mémoire de nos camarades, et je me disais qu'une martyre les avait rejoints. Elle était le prototype de la figure sculptée de Waldheim, belle dans son défi spirituel et empreinte de la révolte d'un idéal embrasé. 3 événements majeurs terminèrent cette année 1912, riche en expériences. La sortie du livre de Sacha, le 25e anniversaire du 11 novembre 1887 et le 70e anniversaire de Pierre Kropotkin. Sacha était en train de relire les dernières épreuves de ses mémoires de prison. Il revivait dans chaque détail le tourment de ces 14 années, et rongé par un doute insoutenable, il se demandait si son œuvre était bien parvenue à les dépeindre avec justesse. Il y révisa tant et si bien que le coût des corrections d'auteur se monta à $450. Bien qu'inquiet et épuisé, il persistait, vérifiant les épreuves encore et encore. Il fallut lui arracher presque de force les derniers chapitres pour le soustraire à la tyrannie de sa terrible angoisse. Néanmoins, il mit enfin la dernière touche à son ouvrage. Ce n'était en vérité pas tant un livre qu'une vie de souffrance dans la solitude de ces interminables jours et nuits de prison chargés de douleurs et de peines, de désillusions, de désespoir et d'espoir. Mes yeux se remplirent de larmes de joie lorsque je tins le précieux volume dans mes mains. Il représentait autant ma victoire que celle de Sacha. C'était pour nous deux le couronnement de 20 années. Pour Sacha, la promesse d'une véritable résurrection, la sortie de son cauchemar carcéral, et pour moi, la délivrance du regret qui me tenaillait de ne pas avoir partagé son sort.
Les mémoires de prison d'un anarchiste furent largement soumises à la critique et saluées comme une œuvre littéraire et un document humain profondément émouvant. Un récit de la vie carcérale par un écrivain qui a passé 14 ans derrière les barreaux à recueillir des matériaux devait avoir de la valeur en tant que document humain, nota le New York Tribune. En outre, lorsque l'écrivain manie la plume à la manière des réalistes slaves et que les critiques le comparent à des hommes tels que Dostoïevski et Andreïev, son œuvre exerce forcément une énorme fascination et possède une certaine valeur sociale. Fin de citation. La critique littéraire du Globe de New York déclara que « Rien ne pouvait dépasser l'envoûtement troublant qu'exerce ce récit. Berkman réussit à faire partager son vécu de prison, et son livre constitue sans doute une révélation de soi aussi achevée que ce qui est humainement possible. » Fin de citation. Devant de telles louanges dans la presse capitaliste, je fus d'autant plus déçu par l'attitude de Jack London à l'égard du livre. Sollicité pour écrire la préface, il avait demandé à voir le manuscrit. Après l'avoir lu, il nous écrivait dans son style impétueux que le texte lui avait fait une très grosse impression. Sa préface s'avéra cependant une lamentable justification du fait que lui, un socialiste, présentait l'œuvre d'un anarchiste. Elle constituait en même temps une condamnation des idées de Sacha. Jack n'avait certes pas négligé les qualités humaines et littéraires du livre, et ce qu'il en disait était encore plus élogieux que la plupart des critiques. Cependant, il tenait absolument à consacrer sa préface à une longue discussion de ses propres théories sociales par opposition à l'anarchisme. Son attitude était d'autant plus absurde que le livre de Sacha ne traitait pas de théorie, mais de la vie. Les arguments de Jack se résumaient à sa maxime « Un homme incapable de tirer droit ne peut pas avoir les idées claires ». Il supposait manifestement que les plus grands penseurs du monde étaient également les meilleurs tireurs. Sacha alla le voir et lui fit remarquer que le grand critique danois Georg Brandes, qui n'était pourtant pas anarchiste, avait rédigé une préface bienveillante à l'égard des mémoires d'un révolutionnaire de Pierre Kropotkin, sans mettre en avant ses propres théories. En tant qu'artiste et humaniste, Brandes avait apprécié sa belle personnalité. « Brandes n'écrivait pas en Amérique, répliqua London. Si cela avait été le cas, il aurait probablement adopté une attitude différente. » Sacha comprit. Jack London craignait d'offenser ses éditeurs et de s'attirer la censure de son parti. En tant qu'artiste, il aspirait à s'envoler, mais l'homme en lui gardait les pieds sur terre. Ses meilleurs travaux littéraires, comme il l'expliquait à lui-même, étaient enfouis au fond d'une malle parce que ses éditeurs ne voulaient que des œuvres assurées d'une rentabilité financière. Et puis il y avait Glen Helen et les autres responsabilités qu'il devait assumer. Jack trancha la question en observant. « J'ai une famille à nourrir. » Peut-être ne se rendit-il pas compte à quel point sa justification l'accablait. Sacha refusa la préface de Jack. À sa place, nous sollicitâmes notre ami Hutchins Hapgood. Lui au moins ne s'était jamais proclamé adepte d'un quelconque isme, pas plus qu'il ne terminait ses lettres par un « vôtre pour la Révolution », comme London le faisait autrefois. Il avait néanmoins suffisamment du rebelle littéraire et de l'iconoclaste social pour apprécier l'esprit du livre de Sacha. London ne fut pas le seul à faire des éloges du livre tout en le condamnant. Il y en eut d'autres, même dans notre propre milieu, comme S. Janowski, qui dirigeait le Freie Arbeiterstimme. Lors du banquet organisé pour fêter la sortie du livre, lui seul parmi les 500 convives émit une opinion discordante dans cette soirée, par ailleurs parfaitement harmonieuse. Janowski rendit un bel hommage aux mémoires, les qualifiant de produits mûrs d'un intellect mature. Mais il, entre guillemets, regrettait l'acte inutile et vain d'un jeune nigaud. Fin de citation. Je m'indignais que sa dénonciation de l'attentat coïncide avec la parution du livre, œuvre conçue dans ce moment héroïque de juillet 1892 et nourrie de sang et de larmes tout au long des années sombres et terribles qui suivirent. Lorsque mon tour vint de parler, je m'en pris à cet homme qui prétendait représenter un grand idéal alors qu'il était totalement incapable de comprendre un vrai idéaliste. Pour vous, le jeune et impressionnable Alexandre Berkman serait un nigaud, affirmai-je. Et son Attentat, en allemand dans le texte, vain. Vous n'êtes pas le premier, tant s'en faut, à adopter une telle position à l'égard de l'idéaliste dont l'humanité ne peut souffrir ni injustice ni outrage. Depuis des temps immémoriaux, les sages et les pragmatistes ont dénoncé tous les esprits héroïques. Pourtant, ce ne sont pas eux qui ont eu une influence sur nos vies. Les idéalistes et les visionnaires,
qui sont assez irréfléchis pour faire fi de toute prudence et pour exprimer leur ardeur et leur foi à travers quelque acte suprême, ont fait progresser le genre humain et enrichi le monde. Il se trouve que celui dont nous célébrons aujourd'hui l'œuvre compte parmi ces visionnaires futiles. Son acte était la protestation d'un esprit sensible qui préférait mourir pour son idéal plutôt que de demeurer toute sa vie un habitant béatement satisfait d'un monde complaisant et sans cœur. Si notre camarade n'est pas mort, ce n'est certainement pas grâce à la clémence de ceux qui avaient ouvertement déclaré qu'Alexander Berkman ne devait pas survivre à son tombeau vivant. Il le doit uniquement aux mêmes traits de caractère qui ont inspiré son acte, sa détermination inébranlable, sa volonté inflexible et sa confiance dans le triomphe final de son idéal. Tels sont les éléments qui ont formé ce jeune Nigo, qui ont façonné son acte et son martyre de 14 années. Ces mêmes éléments ont servi d'inspiration à la création des mémoires de prison. Ils constituent l'étoffe avec laquelle a été tissé tout ce que ce livre possède de grandeur et d'humanité. Aucun décalage n'existe entre le jeune Nigo et l'homme mûr. C'est un courant ininterrompu, un fil rouge qui chemine tel un leitmotiv à travers la vie d'Alexander Berkman. 11 novembre 1887. 11 novembre 1912. 25 ans, une fraction de temps infinitésimale dans la marche ascendante de la race humaine, mais une éternité pour ceux qui meurent de multiples morts au cours de sa vie. Le 25e anniversaire du martyre de Chicago renforça ma sympathie pour ces hommes que je n'avais pas connus personnellement, mais qui, par leur mort, avaient exercé sur moi l'influence la plus décisive de mon existence. Il me semblait que les esprits de Persson, de Spies, de Ling et de leurs camarades planaient au-dessus de moi et donnaient un sens plus profond aux événements qui avaient motivé ma naissance et ma maturation spirituelle. Le 11 novembre 1912 arriva enfin. De nombreux groupes anarchistes et organisations ouvrières s'employèrent fiévreusement à faire de cet anniversaire une impressionnante commémoration. Ils arrivèrent en foule dans la salle où leurs bannières rouges flamboyantes drapaient les balcons et les murs. La tribune était tapissée de rouge et de noir. Les portraits grandeur nature de nos camarades ornés de couronnes y étaient accrochés. La présence de l'odieuse brigade anti-anarchiste ne fit qu'augmenter la profonde rancœur ressentie par la foule à l'encontre des forces qui avaient écrasé les victimes de Haymarket. J'étais l'une des nombreux orateurs impatients de rendre hommage à nos précieux morts et de rappeler une fois encore leur vie valeureuse et héroïque. J'attendis mon tour, intimement ému par cet événement historique, par sa grande portée sociale et par sa signification particulière pour moi. Des souvenirs du lointain passé me traversaient l'esprit. Rochester est la voix d'une femme qui résonnait comme la musique à mes oreilles. Vous aimerez nos hommes quand vous aurez appris à les connaître, et vous ferez de leur cause la vôtre. Fin de citation. Aux périodes où je me hissais au sommet lors des jours d'indécision et de doute, aux heures d'isolement carcéral, d'hostilité et de blâme de la part de mes semblables, devant les échecs de l'amour, les amitiés brisées et trahies, jamais leur cause ne cessa d'être la mienne et leur sacrifice mon soutien. Je me tenais bien droite devant la foule dense du parterre. L'émotion tendue de cette masse de gens se mêla à la mienne, et toute notre haine et notre amour se concentrèrent dans ma voix. Début de citation. « Ils ne sont pas morts, m'écriai-je. Ils ne sont pas morts, les hommes que nous sommes venus honorer ce soir. De leurs corps se balançant au bout d'une corde ont émergé de nouvelles vies qui reprennent les chants étranglés sur la potence. Des milliers de voix proclament que nos martyrs ne sont pas morts. » Fin de citation. Les préparatifs pour la célébration du 70e anniversaire de Pierre Kropotkin avaient commencé. Figure prestigieuse dans le domaine du savoir, il était reconnu par les plus éminents de ce monde. Mais pour nous, il signifie bien plus encore. Nous le considérions comme le père de l'anarchisme moderne, son porte-parole révolutionnaire et le brillant défenseur de ses liens avec les sciences, la philosophie et la pensée progressiste. En tant que personne, son humanité et sa foi dans les masses l'élevaient bien au-dessus de la plupart de ses contemporains. Il n'envisageait pas l'anarchisme comme un idéal réservé à quelques privilégiés, mais au contraire comme une théorie sociale constructive qui visait à annoncer un monde nouveau pour le genre humain dans son ensemble. Il avait vécu et travaillé dur toute sa vie pour cet objectif. Le 70e anniversaire d'un tel personnage était par conséquent de la plus haute importance pour tous ceux qui le connaissaient et l'aimaient.
Des mois auparavant, nous avions écrit à ses admirateurs en Europe et à nos principaux camarades aux États-Unis afin de solliciter des articles pour l'édition spéciale anniversaire de Kropotkin de Mother Earth. Tous avaient répondu sans hésiter. Nous achevâmes le numéro de décembre, riche d'hommages écrits par Georg Brandes, Edward Carpenter, le professeur George D. Heron, Tom Mann, G. Morrison Davidson, Bayard Boyesen, Anna Strunsky-Walling et son mari, Rose Strunke, Leonard D. Abbott et des anarchistes de premier plan du monde entier. Mes excuses pour toutes les erreurs de prononciation, note de moi-même. Conjointement avec ce numéro spécial, nous organisâmes un grand meeting au Carnegie Hall en collaboration avec le groupe du Freie Arbeiterstimme. À l'instar des contributeurs de notre revue, chaque orateur célébra Kropotkin, mentor et source d'inspiration pour nous tous. Ces témoignages d'affection et d'amour l'émurent profondément. Pour marquer sa gratitude, il nous envoya une longue lettre. Chers camarades et amis, je voudrais tout d'abord vous transmettre mes plus chaleureux remerciements pour tous les mots et les pensées attentionnées que vous m'avez adressés, et ensuite exprimer, par l'intermédiaire de votre revue, mes remerciements tout aussi chaleureux à l'ensemble des camarades et amis qui m'ont envoyé des lettres et des télégrammes aussi cordiaux et amicaux à l'occasion de mon 70e anniversaire. Inutile de vous dire, et impossible de formuler par écrit, l'émotion avec laquelle j'ai reçu ces témoignages, et mon impression que nous autres anarchistes, nous restons soudés par un sentiment de quelque chose de fraternel, enraciné bien plus profondément qu'une simple notion de solidarité au sein d'un parti. Et je suis persuadé que ce sentiment de fraternité deviendra un jour réalité lorsque l'histoire nous mettra en demeure de montrer notre vraie valeur et notre capacité à agir en harmonie pour reconstruire la société sur de nouvelles bases d'égalité et de liberté. Et permettez-moi d'ajouter que si, dans une certaine mesure, nous avons tous contribué à l'œuvre de libération de l'humanité exploitée, c'est parce que nos idées expriment plus ou moins celles qui sont en train de germer au cœur même des masses populaires. Plus j'avance en âge et plus je suis convaincu qu'il ne peut y avoir de science sociale ni d'action sociale véridique et utile si ce n'est une science qui fonde ses conclusions et une action qui fonde ses actes sur les réflexions et les inspirations des masses. Toute science sociologique et toute action sociale qui n'y parvient pas resteront nécessairement stériles. Restant de tout cœur avec vous, Pierre Kropotkin. Nous ne nous attendions pas à ce que l'expérience de Ben à San Diego l'affecte aussi profondément et durablement. Il restait sous le choc de ces atroces journées et obsédé par l'idée fixe de revenir sur les lieux. Il se lançait dans ses activités avec une énergie surprenante, même pour lui, travaillant comme s'il avait des furies à ses trousses, et à son tour, surmenant tout le monde. J'étais devenu pour lui un moyen plutôt qu'une fin, et cette fin n'était qu'une suite de réunions à laquelle succédait la planification d'autres réunions encore. Je m'aperçus qu'il ne vivait réellement ni dans son travail, ni dans notre amour. Son être tout entier se focalisait sur San Diego, au point de frôler la folie. Son insistance permanente à vouloir partir pour la côte ouest éprouvait rudement mon endurance, et souvent mon affection. Il devint de plus en plus agité, et ne se calma qu'au moment où nous nous mîmes enfin en route. Nos amis de Los Angeles s'opposaient vigoureusement à ce que nous nous rendions à San Diego. Ils pensaient que l'obsession de Ben n'était que pure bravade et que j'avais cédé par faiblesse à son projet irrationnel. Ils avaient été jusqu'à soulever la question lors de notre dernier meeting et à préconiser que l'assistance vote à l'unanimité contre notre départ pour cette ville. Je savais que ses amis ne se souciaient que de notre sécurité, mais je ne pouvais partager leur avis. Je n'avais pas la même réaction que Ben par rapport à San Diego. Pour moi, elle n'était qu'une partie de nombreuses villes des États-Unis où la liberté d'expression avait été étouffée, et ses partisans malmenés. Dans des situations semblables, je retournais habituellement sur place jusqu'à obtenir le rétablissement du droit à la liberté de parole. C'était certes une des raisons de repartir à San Diego, mais non la plus impérieuse. J'étais convaincu que Ben ne se débarrasserait de l'emprise de cette ville qu'en se rendant sur les lieux où les atrocités du mois de mai avaient été commises. Avec les années, l'amour que je ressentais pour lui s'était renforcé. Il m'était impossible de le laisser partir seul. J'annonçai donc à mes camarades que je l'accompagnerais, sans tenir compte de ce qui nous attendait là-bas. Il paraissait invraisemblable qu'un groupe de gens, aussi brutaux qu'ils aient été dans le feu de l'action, puissent réitérer ce genre de sauvagerie un an plus tard.
d'autant plus que la condamnation de tous les pays avait cloué au pilori les Vigilantes et San Diego. Un camarade énergique se proposa de nous devancer à San Diego, d'obtenir une salle et de faire de la publicité pour ma conférence, qui de nouveau portait sur un ennemi du peuple. Peu de temps après, il nous avisa que tout était fin prêt et s'annonçait pour le mieux. En mai 1913, lorsque se termina notre premier meeting à Los Angeles, nos amis, le Dr. T. Percival Jason et sa femme, nous accompagnèrent à la gare. Sur le chemin, l'excitation de Ben fut telle que le docteur suggéra le sanatorium plutôt que San Diego. Mais Ben insista. Il ne guérirait jamais s'il n'y retournerait pas. Une fois dans le train, il devint pâle comme la mort, et de grosses gouttes de sueur perlèrent à son front. La nervosité et la peur le faisaient frissonner de tout son corps. Il s'agita la nuit dernière dans sa couchette sans parvenir à trouver le sommeil. Hormis mon inquiétude à son égard, je restais singulièrement calme, parfaitement éveillé. Je passais la nuit assise à lire Comrade Yetta, écrit sous le pseudonyme d'Albert Edwards. Des livres intéressants m'aident toujours à oublier les situations difficiles. Celui-ci était l'œuvre d'Arthur Bullard, un ami qui avait collaboré avec nous lors de la visite de Babouchka à New York. La puissance de son histoire et le thème russe me rappelèrent des jours révolus. 2 heures avant notre arrivée, Ben finit par s'endormir profondément, et moi, perdu dans le passé, j'ignorais que nous nous approchions de San Diego. Le remue-ménage des autres passagers me ramena à la réalité. Je m'habillai hâtivement et réveilla Ben. Nous n'étions encore qu'au point du jour, et peu de passagers descendirent du train. Nous traversâmes le quai désert et nous dirigeâmes vers la sortie. Mais nous n'avions fait que quelques pas quand 5 hommes surgirent brusquement devant nous. 4 d'entre eux nous montrèrent des badges de policiers et nous avisèrent que nous étions en état d'arrestation. Je m'enquis de la raison de notre détention, mais ils nous ordonnèrent d'un ton bourru de les suivre. San Diego dormait encore alors que nous marchions vers le poste de police. J'avais la vague impression de connaître l'homme qui accompagnait les policiers, et me creusais la tête pour me rappeler où je l'avais déjà croisé. Je me souvins tout d'un coup que c'était celui qui, en entrant dans ma chambre à l'US Grand Hotel, m'avait informé que les autorités me cherchaient. Je reconnus en lui le journaliste qui, là-bas, avait été là à l'origine de nos ennuis. Il était l'un des chefs des vigilantes. Ben et moi fûmes mis sous les verrous et ne pûmes rien faire d'autre qu'attendre la suite des événements. Je repris ma lecture, puis, épuisé, je posai ma tête sur la petite table de la cellule et m'assoupis. « Vous deviez être très fatigué pour vous endormir comme ça, dit la surveillante en me réveillant. N'avez-vous pas entendu le boucan ? Elle me fixa du regard. Vous feriez bien de prendre du café, ajouta-t-elle, non sans anémité. Vous auriez peut-être besoin de vos forces d'ici la fin de journée. Des bruits et des hurlements nous arrivèrent de la rue. Les vigilantes, dit tout bas la surveillante. Une forte clameur s'éleva au dehors, où je pouvais distinguer des voix qui réclamaient « Reitman ! Nous volons Reitman !» Ensuite des voitures se mirent à klaxonner, et la sirène d'émeute à retentir, puis de nouveau des cris « Reitman !» Mon cœur se serra. La sirène hurlait et mugissait. Le vacarme résonnait dans mon cerveau comme un roulement de tambour. « Oh, pourquoi avais-je laissé Ben venir ?» pensai-je. C'était de la folie, de la pure folie. Ils ne pouvaient lui pardonner d'être revenu. Ils en voulaient à sa vie. Prise de panique, je cognai à la porte de ma cellule. La surveillante apparut, et avec elle le chef de la police et plusieurs agents. « Je veux voir le docteur Reitman !» déclarai-je. « Nous sommes venus pour ça », répondit le chef. « Reitman veut que vous acceptiez qu'on fasse sortir de la ville. Et votre camarade aussi. »« Quel autre camarade ? Le gars qui a organisé votre meeting, il est en prison, et c'est une chance pour lui. »« Vous jouez de nouveau au bienfaiteur, répliquai-je, mais vous ne m'aurez pas cette fois-ci. Emmenez-les tous deux hors de la ville. Moi, je ne m'en irai pas sous votre protection. »« D'accord, m'écria-t-il. Venez vous-même parler à Reitman. » Dans les yeux de Ben, je lus une terreur livide et compris la vraie signification de la peur telle que je ne l'avais encore jamais vue. « Quittons cette ville, chuchota-t-il en tremblant. Nous ne pouvons pas tenir le meeting de toute manière. Le chef Wilson promet de nous sortir d'ici en sécurité. Dis oui, s'il te plaît. » J'avais complètement oublié notre meeting, refusant de m'en aller sous protection policière. J'insistais néanmoins pour que Ben parte sans moi. « C'est ta vie qui est en danger, affirmai-je. Ce n'est pas moi qu'ils veulent. Il ne m'arrivera rien de mal. Quoi qu'il en soit, je ne peux pas m'enfuir. »« Dans ce cas, moi aussi je reste, répondit-il d'un ton résolu. J'eus quelques instants d'hésitation.
Je savais que si je lui permettais de rester, je risquais de mettre sa vie en péril, et peut-être même de compromettre la sécurité de l'autre camarade. Il n'y avait qu'une issue possible, accepter. Jamais plus grand mélodrame ne fut mis en scène que celui de notre sauvetage de la prison de San Diego et de notre transfert à la gare. Une douzaine de policiers prit la tête du cortège, chacun muni d'un fusil et d'un revolver coincé dans la ceinture. Dans leur sillage, encadrant Ben, vinrent le chef de la police et l'inspecteur principal, tous deux lourdement armés. Je leur emboîtai le pas, flanqué de 2 agents. Notre jeune camarade suivit, et derrière lui, encore des policiers. Notre apparition fut accueillie par des hurlements sauvages. À perte de vue s'étendait une meute humaine compacte qui tanguait et se bousculait. Les cris aigus des femmes se mêlaient aux voix des hommes assoiffés de sang. Les plus téméraires tentèrent de se ruer sur Ben. « Reculez, reculez !» ordonna le chef de la police. « Les prisonniers se trouvent sous la protection de la loi. J'exige le respect des lois. Reculez !» Certains l'applaudirent, d'autres le huèrent. Il guidait fièrement le cortège entre les phalanges de police, accompagné par la clameur de la foule en délire. Des voitures décorées de pimpants drapeaux américains nous attendaient. Des agents et des policiers en civil se tenaient sur le marchepied de l'une d'entre elles, qui était hérissée de fusils. Je reconnus, parmi eux, le journaliste. On nous entassa dans cette citadelle cuirassée, tandis que le chef Wilson, dressé au-dessus de nous tel un héros de théâtre, visait la foule de son fusil. Nous filâmes au milieu des cliquetis d'appareils photo provenant des maisons et de la cime des arbres, alors que les sirènes hurlaient et que l'alerte d'émeute se remit à gronder. Sous les beuglements furieux de la foule, les autres voitures suivirent. À la gare, on nous poussa à l'intérieur d'une voiture Pullman. Ben était serré par 6 policiers. Juste avant que le train ne s'ébranle, un homme se précipita dans le wagon, repoussa les policiers et cracha en plein dans le visage de Ben. Puis il repartit en courant. « C'est Porter !» cria Ben, « le meneur de l'attaque contre moi l'an passé. » Je pensais à la sauvagerie de la meute, terrifiante et néanmoins fascinante. Je compris pourquoi l'expérience qu'avait vécue Ben l'avait obsédé jusqu'à l'obliger à revenir à San Diego. Je ressentais la force écrasante de cette intense passion de la foule. Je savais que je ne retrouverais la paix qu'en me confrontant de nouveau à elle, cette fois pour la maîtriser ou pour être détruite. Je me promis de revenir à San Diego, mais sans Ben. On ne pouvait compter sur lui dans les moments critiques. Si je le savais capable d'une folle inventivité, il n'avait pas une volonté de faire, il était impulsif mais manquait d'endurance et de sens des responsabilités. Ces traits de caractère avaient constamment assombri notre vie au point de me faire trembler pour notre amour. Je me rendais compte avec chagrin que Ben n'avait pas l'étoffe d'un héros. Il était dépourvu des qualités de Sacha, le courage d'une douzaine d'hommes réunis, un sang-froid et une présence d'esprit extraordinaire dans les moments de danger. Le courage, pensais-je, n'a peut-être rien de remarquable chez ceux qui ne connaissent pas la peur. J'étais certaine que pour Sacha, il en avait toujours été ainsi. Et moi, au moment de la panique autour de McKinley, avais-je craint pour ma vie ? Non, je n'avais pas eu peur pour moi-même, mais fréquemment pour les autres. C'était, avec mon sens exacerbé des responsabilités, ce qui me poussait invariablement à faire des choses que je détestais faire. Nous qui ne connaissons pas la peur, sommes-nous réellement courageux lorsque nous restons fermes face au danger ? Ben, bien que rongé par la terreur, était retourné à San Diego. N'était-ce pas cela le véritable courage ? Intérieurement, j'essayais de le disculper, de lui trouver des excuses pour son empressement à s'enfuir. Le train filait à toute allure. Ben, son visage près du mien, me murmurait des paroles tendres en me suppliant du regard. Une fois encore, tous mes doutes et toutes mes peines s'étaient dissous dans mon parcours pour mon garçon impossible. À Los Angeles et à San Francisco, nous fûmes fêtés comme des héros malgré notre fuite ignominieuse. Je ressentis un certain malaise, mais en même temps de la satisfaction en constatant l'intérêt exceptionnel que suscitèrent mes conférences. Les 2 qui attirèrent le plus de monde portaient sur les victimes de la morale et les mémoires de prison d'un anarchiste. À notre retour de New York, Ben insista pour trouver une maison plus grande où nous serions mieux logés et qui surtout pourrait accueillir un local associant un bureau et une librairie. Il était persuadé de pouvoir y développer une solide affaire qui contribuerait à rendre Mother Earth financièrement indépendante des tournées. Il avait très envie que sa mère, dont la santé se détériorait, vienne vivre sous le même toit que lui. Nous trouvâmes une maison en bon état, comportant 10 pièces, au numéro 74 de la 119e rue Est. Le salon pouvait accueillir
commodément une centaine de personnes, faisant parfaitement l'affaire pour de petites réunions et des rencontres. Le sous-sol était suffisamment clair et spacieux pour héberger un bureau et une librairie. Les étages supérieurs nous offriraient l'intimité dont chacun avait besoin. Je n'avais jamais rêvé d'un tel confort, et pourtant le loyer et le chauffage nous coûteraient moins cher qu'auparavant. Toutefois, il fallait trouver quelqu'un pour entretenir cette grande maison, car je serais prise par la révision de mes conférences sur le théâtre en vue de leur publication. Je décidai de proposer à mon amie Rhoda Smith la charge de gouvernante. Elle avait quelques années de moins que moi, et l'humeur excessivement joviale qui caractérise la race française. C'est écrit la race française dans le texte, note de moi-même. Cela étant, sous ses allures enjouées, elle était d'une gentillesse et d'une fiabilité remarquables. Elle savait parfaitement s'occuper d'une maison et de la cuisine, et comme la plupart des Françaises, elle était très habile de ses mains. Là encore, c'est pas moi qui ai écrit ces préjugés. Elle avait également le verbe facile, particulièrement après avoir plongé son regard trop longtemps dans son verre. Sa langue, habituellement bien verte, virait en de telles occasions au rouge épicé. Elle n'était pas donnée à tout le monde d'en supporter le piquant ou la causticité. Nous avions besoin d'une secrétaire pour assurer le travail de bureau, et Ben suggéra une de ses amies, mademoiselle M. Eleanor Fitzgerald. Je l'avais rencontrée pour la première fois à Chicago, pendant notre campagne pour la liberté d'expression. C'était une fille superbe avec ses cheveux roux, sa peau délicate et ses yeux perses. S'écrit P-E-R-S, je sais pas ce que c'est que ce mot, excusez-moi. Ses yeux perses. Elle aimait beaucoup Ben, et n'avait pas la moindre idée du comportement de celui-ci envers la gente féminine. En outre, ignorant tout de ma relation avec lui, elle fut grandement choquée quand je lui appris que nos rapports dépassaient de très loin la simple relation d'un manager avec sa conférencière. Mademoiselle Fitzgerald, ou la lionne, comme Ben l'a surnommée à cause de sa crinière rousse, était une personne des plus agréables, avec un côté réellement bon et généreux. En fait, parmi toutes les toquades que Ben m'avait imposées au fil des années, elle était la seule à avoir une véritable personnalité. Il insistait sans cesse sur la nécessité de recruter une secrétaire. Il m'assurait que la lionne était très compétente. Elle avait occupé plusieurs postes de responsabilité, en dernier lieu celui de directrice d'un sanatorium dans le Dakota du Sud. Nos activités l'intéressaient, et elle serait heureuse de démissionner de son travail et de nous rejoindre à New York. Notre future maison était prête et nous commençâmes à débarrasser l'appartement. Quand en 1903 je m'étais installé au 210 East 13th Street, dans les Haws, nous étions les premiers locataires de cette maison nouvellement construite. Depuis lors, malgré les efforts répétés de la police pour me faire expulser, mon propriétaire était resté inébranlable, affirmant que je ne lui avais jamais donné de motif de plainte et que j'étais la plus ancienne occupante. Quant aux autres habitants, j'en avais perdu le compte tant les différents tempéraments, nationalités et positions sociales s'y étaient succédés. Hommes d'affaires ou journaliers, prédicateurs ou joueurs, juifs portant la perruque ou filles du trottoir étalant leur charme sur le perron, toute une marée humaine qui déferlait en permanence, restant sur place un temps et puis refluait. Le numéro 210 n'avait pour tout chauffage que la cuisinière. Et ma chambre se trouvait à l'autre bout de l'appartement. Celle-ci donnait sur une cour faisant directement face aux fenêtres d'une grande imprimerie. L'incessant vrombissement des linotypes et des presses était très éprouvant pour les nerfs. Ma chambre servait tout à la fois de salon, de salle à manger et de bureau pour Mother Earth. Je dormais dans une alcôve située derrière ma bibliothèque. De l'autre côté, il y avait toujours quelqu'un qui dormait, soit parce qu'il avait veillé tard et habitait trop loin, soit parce qu'il flageolait sur ses jambes et avait besoin de compresses froides, soit encore parce qu'il n'avait tout simplement pas de chez lui. Les autres locataires de l'immeuble avaient l'habitude de se tourner vers nous quand ils tombaient malades ou avaient des ennuis. Ceux qui nous rendaient le plus souvent visibles, habituellement au petit matin, étaient les joueurs. Lorsqu'ils s'attendaient à une descente de police, ils grimpaient en courant l'escalier de secours pour nous demander de cacher leur attirail. « Chez vous, m'avait-il expliqué un jour, la police rechercherait éventuellement des bombes, mais jamais des jetons. » Quiconque était en détresse se rendait chez nous, ou 210, comme vers une oasis dans le désert de leur vie. C'était flatteur, mais en même temps, l'absence totale d'intimité, de nuit comme de jour, était épuisante. Je m'étais beaucoup attaché à notre petit appartement, où j'avais passé une grande partie de mon existence. Il avait été témoin d'une décennie d'activités des plus diverses, et des hommes et des femmes célèbres dans les annales de la vie y avaient ri et pleuré.
Cet endroit historique était imprégné des campagnes russes autour d'Ekaterina Brechkovskaya et de Tchaïkovski, du travail avec Orlenev, des luttes pour la liberté d'expression et de la propagande révolutionnaire, sans oublier la multitude de drames personnels chargés de peines et de joies. Le vaste kaléidoscope de la tragédie et de la comédie humaine s'était reflété en bigarrures colorées sur les 4 murs du 210. Rien d'étonnant à ce que mon cher ami Hutch Hapgood ait si souvent proposé que nous écrivions ensemble l'histoire de ce foyer de chiens égarés. Il insistait sur son atmosphère romantique et pathétique, plus particulièrement quand nous nous sentions tous deux jeunes et allègres et que chacun flirtait désespérément pour séduire le cœur de l'autre. Hélas, j'aimais beaucoup sa femme, et lui, Ben. Aussi restâmes-nous honteusement fidèles, et cette histoire ne fut jamais écrite. 10 années s'étaient écoulées. Un torrent bouillonnant qui m'avait laissé peu de temps pour réfléchir au fort attachement que j'avais éprouvé pour l'endroit. Ce ne fut qu'au moment de le quitter que je compris combien j'y avais pris racine. Après avoir jeté un dernier coup d'œil dans chacune des pièces vides, je quittai l'appartement du 210, consciente de l'étendue de ma perte. Je laissai derrière moi 10 années parmi les plus intéressantes de ma vie.